sont 6 partis politiques sur 12 inscrits qui viennent de signer un protocole avec le DG au compte des élections présidentielles du 11 octobre à venir. Boubacar Sylla de l'Union des forces du changement UFC donne la teneur de cette nouvelle alliance qui se veut l'alternative pour 2015. Le premier principe au premier tour, c'est que tous les partis politiques membres de l'Alliance peuvent soutenir le candidat de leur choix issu de cette alliance-là. C'est-à-dire chaque parti est libre de soutenir au premier tour soit El Seydou Diallo, soit Dr Farah Abdimono, soit M. Gandhi Ouattara. Au second tour de l'élection présidentielle, nous tous, nous soutenons et nous accompagnons le candidat de cette alliance arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Ce sont les 2 principes essentiels qui président à la formation de cette alliance. Nous allons plus loin. Nous allons, lors des élections communales à venir, là également, nous souder, nous donner la main, de manière à avoir le maximum de sièges au niveau des communes urbaines et rurales de notre pays. Il y a aussi le fait qu'entre les 2 tours, nous allons évidemment discuter d'un programme de gouvernement, de manière à harmoniser là aussi nos objectifs et nos moyens pour pouvoir demain, si la victoire était au rendez-vous, diriger ce pays ensemble en constituant dès aujourd'hui une alternative crédible devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale. Face au soutien affiché des partis politiques à l'endroit de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo ne tarit pas d'éloges à l'encontre des leaders qui décident de lui prêter main forte. En ce qui concerne l'UFDG, nous allons soutenir de toutes nos forces cette alliance. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs partis politiques qui sont disposés à travailler pour cette alternance. Et je suis convaincu que beaucoup d'autres partis rejoindront cette alliance pour que l'alternance soit une réalité à partir d'octobre 2015. Au regard de l'enjeu des élections présidentielles, les leaders politiques de poigne commencent déjà à affûter les armes pour la victoire à l'issue du scrutin présidentiel du 11 octobre. Le Bureau national des sages du RPG Arc-en-Ciel j'ai dit une lecture coranique avec les imams des communes de la capitale, la mosquée. Objectif, implorer Dieu pour l'éradication de la maladie d'Ebola et pour que les élections présidentielles se passent sans violence, dans la paix et la quiétude. Nous avons organisé cette lecture, cette grande lecture, c'est pour faire des prières et des bénédictions pour notre président, le professeur Alpha Condé, parce qu'il a eu un bilan positif. Et ensuite, pour tous les Guinéens, pour que les élections de 2015 se passent dans la quiétude. Et nous avons tous les représentants des membres des 5 communes de la ville de Conakry. Le ministre de la Sécurité invite la population à la solidarité, la cohésion et la compréhension afin de passer une élection et à peser. De façon responsable pour aller voter librement en pleine connaissance de cause le 11 octobre prochain. Les forces de sécurité sont là pour veiller à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions. La Guinée a connu en 2010, lors de la présidentielle, beaucoup de violence. Espérons que cette année, à travers ces pierres, que les élections se déroulent dans la tranquillité. La prise en compte des vulnérabilités des jeunes filles et femmes de Guinée est l'une des priorités du gouvernement guinéen. C'est pourquoi le département de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, les partenaires techniques et financiers ont entrepris des activités à travers des séries de formations de la jeune fille. L'Académie des arts de la beauté de Goné Coiffure a servi de cadre ce jeudi pour le lancement officiel du projet. Notre objectif est de lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale et l'analphabétisme. Au-delà d'un métier, j'assure une certaine éducation à ces filles appelées à être des mères et des épouses. Le représentant du NFPA s'exprime sur la nécessité de cette formation. Comme vous le savez, les jeunes constituent la plus grande majorité de la population et que cette population est une population qui
bien sûr, du fait que la force de la population est un groupe qui constitue une opportunité parce qu'elle peut donc s'investir dans le développement économique du pays, mais aussi est une population qui est victime de besoins particuliers qui nécessitent qu'il y ait une attention particulière qui leur soit accordée. Visiblement satisfaite, cette femme rassure le ministre et les partenaires au nom des bénéficiaires. Au nom des bénéficiaires de l'accompagnement des 25 jeunes filles scolarisées, au nom en technique de coiffure et des métiers de la beauté. Monsieur le ministre, je vous remercie et vous rassure de l'engagement de mes amis et moi à prendre cette formation au sérieux afin d'encourager d'autres donateurs à emboîter vos pas. Nous, femmes, convaincues de tous les efforts que vous faites pour la jeune Guinéenne en général et les jeunes filles en particulier. Quant au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, ces petits métiers ont une importance capitale pour les jeunes filles. Vous savez, beaucoup ont développé les métiers qu'on pense qui ne sont pas nobles. Mais nous devons dire aujourd'hui, de la façon la plus forte, que la politique du président de la République, le professeur Alpha Condé, de donner de la force et du courage aux jeunes et aux femmes, que nous sommes là pour affirmer cette volonté du président de la République. Parce qu'il s'agit de donner de la force, de la dignité aux jeunes femmes que vous êtes. De dire, je vais avoir un métier où moi-même je serai fier, où je peux gagner mon pain, où je peux marcher avec fierté et dignité partout dans le monde. Plus loin, il exhorte ces jeunes filles et femmes de ne jamais baisser les bras. Ne pensez pas que celle qui passe dans une belle voiture est meilleure à vous. Ne pensez pas que celle qui habite dans une belle maison est meilleure à vous. Pensez à vous-même que désormais, à l'issue d'un an ici ou 2 ans, que vous avez désormais un métier. Qu'il y ait un homme, un mari ou pas, vous aurez de quoi gagner votre vie. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que le premier mari d'une femme, c'est son métier? La Fédération guinéenne de basketball tient ce samedi son congrès électif, un congrès au cours duquel le président sortant Sakoba Keïta est candidat à sa propre succession. Il nous fait le point sur son mandat de 4 ans écoulés. On allait à Praia, le résultat était totalement satisfaisant. Aujourd'hui, être à Yaoundé déjà signifie que la Guinée fait partie des 16 meilleures équipes africaines. Donc je pense que c'est à saluer, c'est un exploit. Et on est en train de nous battre encore pour essayer d'améliorer les conditions des jeunes. On a même parlé des sports qui sera rénové dans moins de 6 mois. Ici, on a fait déjà le tour de l'Afrique. On a participé à tous les congrès. Donc la Guinée n'est pas du tout endettée vis-à-vis de FIBA Afrique. Sakoba Keïta sera réélu à 100% car il n'a pas d'adversaire au poste de président. Il profite pour se projeter sur les 2 à 4 ans de son prochain mandat. Pour réorganiser l'administration de la fédération et coopter plus de personnes qui aiment cette discipline. On a eu beaucoup de membres qui ne fonctionnaient pas et préparer une très grande équipe de U16. Rapidement, dans moins de 2 ans, ça sera le premier grand test de la fédération, participer à la Coupe d'Afrique U16, aller jauger le niveau de ces jeunes. Sakoba nous donne le temps du renouveau du basket guinéen. Aujourd'hui avec la Belgique qui va nous offrir beaucoup d'équipements et vont nous amener des entraîneurs de haut niveau et des formateurs pour entraîneurs de petite catégorie. Et ce programme débutera au mois de juin 2016. Et je pense que ce programme est un programme phare de la fédération qui nous permettra d'animer au moins 5 régions. Le hic à signaler est qu'au même moment, le congrès électif de la fédération guinéenne de handball va se tenir. La ville d'Anefis au nord du Mali attire tous les regards. Symbole des tensions en cours dans cette partie du Mali contrôlée depuis mi-août 2015 par la Gassia, une milice favorable aux autorités de Bamako. Ce mercredi 2 septembre, le chef de l'État malien est largement revenu sur la situation autour de cette ville et a demandé aux miliciens du Gassia de quitter Anefis sans condition. Il n'y a plus le cas d'Anefis. Je vous ai dit que ceux qui ont indûment occupé Anefis pendant la procédure d'accord de paix ont été priés d'évacuer Anefis sans condition. Et cela sera. Pas de cas Anefis.
Le non-respect des accords de paix d'Alger irrite en effet les autorités maliennes et la communauté internationale. L'injection du président malien traduit l'impatience du gouvernement malien et de ses partenaires. Déjà cette déclaration parce qu'il suit tout simplement la volonté de la communauté internationale et puis celle de l'aménagement. Parce qu'en demandant au groupe d'autodéfense de quitter Anifis, telle est la volonté de la communauté internationale qui en Algérie aussi c'est ce qui a été demandé. Bon, alors le groupe d'autodéfense pose comme condition à ce que l'armée malienne soit présente là-bas et puis après ils quitteront la ville. Entre et de fait de l'aménagement. Comme l'aménagement préfère la coordination de la zone accès de la plateforme sur seulement la volonté de la communauté internationale contre l'avis de la majorité du peuple malien. Le président Mahamadou Issoufou du Niger ainsi que son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika invitent les parties à appliquer de manière fidèle et intégrale l'accord de paix qu'elles ont signé. Rappelons que les miliciens du Gassia avaient chassé d'Anefis les ex-rebelles de la coordination des mouvements de la Zawad en violation de l'accord de paix signé à Bamako. La Banque africaine de développement mise sur le marché financier interafricain. L'institution financière panafricaine a annoncé ce jeudi 2 septembre l'élargissement de son indice mesurant les performances des marchés obligataires africains. Le dispositif a été lancé en février 2015 conjointement avec le groupe financier américain Bloomberg. Cette mesure offre plusieurs perspectives aux différents marchés financiers, mais également aux différents acteurs économiques du continent. Effectivement, la Banque africaine de développement donc, souhaite étendre le périmètre de son indice de performance des marchés obligataires. Je pense que c'est important pour le continent africain de façon générale, mais aussi au niveau régional, surtout pour les bourses, les marchés financiers qui sont intégrés, comme c'est le cas de l'UMOA, c'est le cas aussi de la CEMAC. Ça va être le cas bientôt en Afrique de l'Est. Donc c'est très important pour la BAD, je pense, et pour les pays et pour les acteurs sur le continent africain d'avoir une visibilité assez claire sur les performances du marché obligataire africain. C'est un marché qui est aujourd'hui encore très délaissé, pourtant qui présente un très fort potentiel. La Côte d'Ivoire est citée en exemple. Le pays a opté pour une intensification de ses investissements et emprunte régulièrement sur les marchés locaux. Un choix que plusieurs pays devraient suivre afin de valoriser les marchés financiers africains pour plusieurs raisons. C'est des marchés qui sont historiquement, qui ont toujours eu la réputation d'être très peu profonds, mais au contraire, aujourd'hui, on se rend compte que les capitaux sont disponibles sur les marchés obligataires. La seule question, c'est quels sont les mécanismes qui permettent de faire le pont entre ceux qui ont le besoin capitalistique, donc qui se tournent souvent vers les banques qui leur refusent le financement ou qui se tournent vers d'autres institutions financières. Comment est-ce qu'on fait le pont entre ces acteurs-là et les marchés financiers? Je pense que c'est une question à la fois de promotion, mais aussi de visibilité. Donc la BAD a tout à fait raison de faire en sorte que son indice couvre de façon très claire ce type d'activité sur le continent. Aux indices souverains de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Nigeria et du Kenya s'ajouteront désormais dès octobre 2015 le Botswana et la Namibie. Ils sont 2562 athlètes logés dans le village olympique dans le cadre de ces 11e Jeux africains de Brazzaville. Ils viennent de 40 pays africains et se préparent à compétir dans plusieurs disciplines sportives. Ils livrent leurs impressions sur les conditions d'accueil. Sur le village, les logements sont adéquats. Nous n'avons pas de problème majeur. La nourriture est très bonne. L'ambiance est excellente. Nous avons rencontré des athlètes qu'on connaît déjà et tout se passe bien. Je viens de l'Éthiopie. Nous sommes arrivés hier et ce que nous trouvons ici est très intéressant. De belles appartements. Le nécessaire est assuré pour rendre notre participation intéressante et nous donnerons le meilleur de nous. Pour assurer le bien-être des athlètes, les responsables du village olympique ont pris toutes les dispositions pour mettre les compétiteurs dans les bonnes conditions de préparation. Nous sommes une mairie, nous avons le service de sécurité et la sécurité a un plan de sécurisation de nos athlètes. Il n'y a pas de problème. Jusqu'ici, je crois que on n'a pas constaté un problème malheureux au niveau de notre village. Tout se passe très bien. Le village olympique est situé à quelques minutes du complexe sportif de la Concorde.
Il est composé de 12 bâtiments représentant les 12 départements de la République du Congo. Sur le tarmac de l'aéroport d'Istanbul en Turquie, Abdullah Kurdi, le père rescapé du naufrage. Viennent ensuite les cercueils de ses 2 enfants, Eylan et Galib, et de sa femme Réhan. Tous les 3 sont morts noyés hier en mer Méditerranée dans le naufrage de leur barque. Les corps doivent être transférés aujourd'hui vers Kobané en Syrie pour y être inhumés. L'émotion est planétaire. La photo du petit Eylan, 4 ans, sans vie sur une plage en Turquie, a fait la une de toute la presse européenne hier. Ce matin, la tante du garçonnet regrette de ne pas avoir pu transmettre à temps la demande d'asile de la famille au Canada. Chez elle, près de Vancouver, elle exprime son désarroi devant les caméras du monde entier. Mon frère m'a demandé de vous faire passer un message. Il faut agir maintenant et aider les réfugiés. Il ne veut plus que des familles meurent noyées désormais. La famille d'Eylan, des Kurdes originaires de la ville syrienne de Kobané, avait fui les exactions de l'État islamique pour rejoindre le Canada dans l'espoir d'une vie meilleure. Arrêtés de force à Bikse, à quelques dizaines de kilomètres de Budapest, ces migrants syriens tentent de fuir. Le train qui devait les conduire à la frontière autrichienne vient d'être stoppé par les autorités hongroises. Maintenant, les policiers veulent les contraindre à monter à bord d'un bus pour les conduire dans un camp de réfugiés. Hors de question pour cette famille de voir son rêve s'écrouler si près du but. Rester, cela voudrait dire l'impossibilité de rallier l'Allemagne, la destination finale. Après des semaines de traversées périlleuses, c'est tout simplement impensable pour ces hommes, ces femmes et ces enfants. Ici aussi, les migrants refusent de se rendre dans le camp de réfugiés. Tous se sentent piégés. Cet homme explique aux policiers que son frère a passé 3 jours dans le camp et qu'aucune nourriture ne lui a été distribuée. Eux, en revanche, n'ont plus la force de lutter. Ils acceptent de monter à bord du bus. Dans cette autre gare située à moins de 100 km de Bikse, ces migrants aussi ont été stoppés. Là encore, ils refusent de bouger. Ils veulent nous mettre dans un bus, mais nous avons refusé. Nous pouvons marcher, ce n'est pas un problème pour nous. Un jour de marche, pas de problème. Nous voulons notre liberté. Nous avons fui la Syrie parce que nous n'avions pas de droit. Nous n'avions pas de liberté. Mais alors pourquoi suis-je venu ici ? Alors que 40 000 migrants sont déjà passés par la Hongrie cette année pour gagner l'Allemagne ou le nord de l'Europe, Viktor Orban a clairement dit qu'il ne les voulait pas sur son sol. Je vous donne la charge de présider le Guatemala pour terminer la législature en cours. Alejandro Maldonado était vice-président. Il remplaçait déjà l'ex-vice-présidente, impliquée dans le même scandale de corruption que le président démissionnaire Otto Pérez. La première priorité d'Alejandro Maldonado, combattre la corruption. C'est un moment très important pendant lequel il faut rechercher un dialogue dynamique avec les acteurs politiques pour qu'ils s'engagent à ce que les réformes soient une réalité dès maintenant. On ne peut pas attendre le 14 janvier. Le 14 janvier, date de l'entrée en fonction du nouveau président élu. À seulement 3 jours du premier tour du scrutin, le Parlement a levé l'immunité d'Otto Pérez. Le président démissionnaire a été placé en détention provisoire. Il a passé sa première nuit en prison, dans une caserne militaire au centre de la capitale. La crainte des autorités, le voir quitter le pays. Je respecte ce qu'a dit le juge. Je n'ai pas la moindre intention de quitter le pays ou de fuir. J'affronte les choses et je continuerai à le faire. Je vais affronter ça comme il se doit. Le procureur l'accuse de faire partie d'une bande criminelle qui aurait volé l'État et les Guatémaltèques. Depuis que le scandale a éclaté en avril, une partie de la population demandait le départ d'Otto Pérez. À l'annonce de sa mise en détention, ces manifestants n'ont pas boudé leur joie, avec un sentiment de mission accomplie.